Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition de la semaine sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. Le gouvernement princier lance Ma Place PMR, un dispositif de géolocalisation à destination des personnes à mobilité réduite pour identifier les places de stationnement dédiées à Monaco. Plus de détails dans quelques instants. C'est la Bible de l'AS Monaco. Daguet-Mounégou est une encyclopédie qui retrace l'histoire du club de la Principauté à travers des chiffres, des statistiques et des témoignages. Leurs auteurs, Norbert et Julien Siri, offrent un ouvrage de référence pour tous les passionnés, mais pas seulement. Ils seront avec nous à l'occasion de la sortie de l'édition actualisée de Daguet-Mounégou. Ils s'appellent Zution, Vebob ou encore Traoré. Ils ont marqué l'histoire de la Roca Team. Hier soir, ils étaient à l'honneur à l'occasion de la victoire de Monaco face à Strasbourg en Betclic Elite et nous y étions. Et puis nous reviendrons sur ce concert d'exception donné par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo hier soir. Il a réuni deux grands noms de la musique classique, le violoniste Frank Peter Zimmermann et l'ancien directeur artistique et musical de l'OPMC, Marek Janowski. Il y a 2 ans, le gouvernement princier lançait sa nouvelle stratégie pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, baptisée Handipact. Cette politique publique fait ses preuves aujourd'hui avec de nombreuses initiatives mises en place et ce dans différents domaines. Prenons l'exemple de la mobilité ce soir. Après avoir lancé l'application StreetNav en octobre dernier, le gouvernement princier a dévoilé un nouveau dispositif pour géolocaliser les places de parking PMR. Le ministre des Affaires sociales et de la Santé, Christophe Robineau, nous en dit plus sur son fonctionnement au micro de Chrisinda Petit-Ommel. Il est déjà en place, il est déjà en fonctionnalité et toutes les places pour personnes handicapées situées en surface sur la rue seront équipées début 2026. Donc ce dispositif qui s'intitule Ma Place PMR permet en temps réel et en se géolocalisant de savoir si les places PMR sont disponibles, sont libres d'accès, quelle est leur conformation afin de s'assurer de pouvoir y stationner dans de bonnes conditions et de pouvoir tout simplement les utiliser, descendre de son véhicule, pouvoir manipuler son fauteuil roulant le cas échéant. Donc voilà une étape de plus franchie dans cette politique d'accessibilité de la ville qui avait commencé avec le déploiement de StreetNav et qui continue avec Ma Place PMR. Et les personnes en situation de handicap ont 2 types de difficultés. D'abord, lorsqu'ils ils se déplacent à pied ou par les moyens de transport en commun, il faut qu'ils sachent comment se rendre d'un endroit à un autre. Et puis quand ils viennent en véhicule, il faut savoir où pouvoir laisser son véhicule. Et donc l'intérêt de Ma Place PMR, c'est de leur indiquer en temps réel où se trouvent les places, à proximité du lieu où ils veulent se rendre, si elles sont disponibles et laquelle place la plus proche est disponible. Donc je crois que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement utile pour eux. Saluons à présent cette initiative à la fois écologique et solidaire. 2700 équipements numériques scolaires vont connaître une seconde vie. Initiée par la délégation interministérielle chargée de la transition numérique et la direction de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports, cette opération vise notamment à réduire l'empreinte environnementale du numérique, mais aussi à aider ceux qui en ont besoin. Aujourd'hui, une remise d'ordinateurs a eu lieu dans les locaux de l'AMAD. Je vous propose d'écouter Jean-Philippe Vinci, directeur de la DENJS, et Jérôme Froissart, secrétaire général de l'AMAD. Ils sont au micro de Chrisinda Petit-Ommel. Comme vous le savez, l'État avait décidé d'équiper massivement les élèves en ordinateur. Donc ça nous fait des lots très importants. Et donc avec la DITN, on s'est posé la question, qu'en faire ? Au bout de 3 ans, 5 ans, il y avait la possibilité du recyclage, mais on s'est dit qu'il y avait peut-être mieux en attendant. C'était une sorte de reconditionnement et de réemploi. Et donc voilà, on a fait un partenariat avec DITN pour leur donner une deuxième vie. Il y a un tri qui s'opère via une société, Grille Monaco, qui donc récupère les lots, s'assure qu'ils soient en bon état, et puis fait tout pour qu'ils soient en bon état. Et ensuite, donc on efface ce qu'il faut effacer, c'est presque neuf, et donc on les remet dans le circuit. Les jeunes le savent, mais ils ne le voient pas. À terme, j'aimerais bien qu'ils prennent mieux soin de leurs ordinateurs, ça c'est sûr. Mais l'idée, c'est déjà, nous, de montrer que le réemploi est possible et qu'on a des volumes importants, c'est tout à fait utile et utile pour d'autres. Donc on a décidé, avec d'autres services et nos départements, de faire des dons à des associations.
Ces ordinateurs, ils vont bénéficier à une initiative de la MAD que l'on met en œuvre avec une autre fondation en France qui s'appelle la fondation Break Poverty et avec les services de l'aide sociale à l'enfance dans le département des Alpes-Maritimes. C'est que la MAD, depuis le Covid, est à l'initiative d'une opération pour soutenir le mentorat de certains jeunes qui sont placés à l'aide sociale à l'enfance. Et chacun de ces jeunes vont bénéficier par le passé, en plus du mentorat, d'un ordinateur portable. Alors, sur le département des Alpes-Maritimes, on a la possibilité d'allouer 350 ordinateurs. Et puis je dirais que, fort de l'expérience qui a été engendrée dans les Alpes-Maritimes, c'est une initiative qui va être développée et qui est développée au niveau national en France. Donc on sera en capacité d'absorber l'ensemble, je dirais, des ordinateurs qui nous sont confiés. On méritait beaucoup mieux. Ce sont les mots de Sébastien Pocognoli après la défaite de l'AS Monaco face à Marseille hier en championnat. Les Rouges et Blancs se sont inclinés 1-0 au Vélodrome après une rencontre qui aurait pu tourner à leur avantage. 5e revers en 6 journées pour le club de la Principauté qui glisse à la 9e place du classement. Les regards sont désormais tournés vers la Coupe de France avec un déplacement à Auxerre dimanche. 300 supporters monégasques étaient au Vélodrome hier et des milliers derrière leur téléviseur pour suivre ce choc de la 6e journée de Ligue 1. Parmi eux, Norbert Siri, historien attitré de l'AS Monaco, auteur de nombreux ouvrages, dont celui du centenaire l'an dernier. Il revient avec la 3e édition de Daguet Mounégou aux éditions Stylés Libéraux, une encyclopédie de l'AS Monaco qui retrace l'histoire du club, un livre que Norbert Siri a créé avec son fils Julien, il y a près de 30 ans. Les deux hommes sont en duplex avec nous. Bonsoir messieurs. Bonsoir Émilie. Bonsoir. Merci d'être nos invités ce soir. Une réaction peut-être avant de parler de votre ouvrage sur la défaite de l'AS Monaco hier face à Marseille. Il y a de quoi être frustré. Frustré et en colère surtout. Écœuré. Écœuré. Il n'y a pas de mots pour exprimer notre frustration et notre dégoût. Mais soyons positifs aussi, vu la prestation de l'équipe, on peut augurer de belles journées, on ne sait pas. Pour la phase retour, oui, je pense. Voilà. Espérons. Voilà. Espérons, on croise les doigts. Ça, c'était pour la petite parenthèse sur l'actualité de l'AS Monaco. Mais revenons à votre actualité. Vous publiez une nouvelle édition de Daguet Mounégou, la dernière remontée il y a 20 ans déjà. 2005, exactement, 2005, avec déjà style Libéraux édition. Et effectivement, on s'est dit qu'après 20 ans et à l'occasion du centenaire qui s'est déroulé l'an dernier, on pouvait faire une mise à jour intéressante. Voilà. Donc c'est ce qui nous a motivés pour remettre à jour cette édition. C'est un véritable trésor d'informations, on peut le dire, c'est la Bible de l'AS Monaco. Comment on travaille sur un tel ouvrage ? Alors, comment on travaille déjà ? C'est un travail annuel, voire même hebdomadaire pour mon père qui met à jour toutes les archives après chaque match. Ça, c'est une chose. Et puis, je pense qu'il faut quand même dire aussi que la toute première édition, qui date de 98, et qui avait été faite à l'occasion des 50 ans de professionnalisme à Monaco, on avait réussi à récupérer les archives d'un journaliste de France Football, Jean-Jacques Vierne, qui donc, c'était à l'époque, j'étais étudiant en journaliste et j'avais fait un stage à la rédaction de France Football. Et donc il m'avait mis à disposition ces archives. Et de là, en fait, était née l'idée, entre ces archives-là et le fait que mon père, depuis déjà, je ne sais pas combien d'années, écrivait des articles et des chroniques pour la Gazette des supporters de l'AS Monaco. Voilà, moi, à un moment, je suis rentré, j'ai dit pourquoi on ne mettrait pas tout ça ensemble ? J'étais censé compléter avec des interviews et voilà, ça donnait la toute première édition. Oui, il n'y a pas seulement que des résultats et des statistiques, on y retrouve aussi de nombreux témoignages, messieurs. Oui, on a aussi beaucoup de témoignages, évidemment, comme j'avais eu la chance en 1975 de débuter comme prof de français au nouveau centre de formation de l'AS Monaco. Ça m'a permis de connaître des élèves qui sont devenus ensuite des grands footballeurs et avec lesquels j'ai conservé de bonnes attaches. Et donc il est facile d'obtenir leurs interviews en dehors des interviews de ceux des footballeurs vedettes
qu'on a pu avoir, comme, et ça c'est Julien qui s'en est occupé, on a pu avoir Glenn Hoddle, on a pu avoir Arsène Wenger. C'est un ouvrage qui est fait par des passionnés, pour des passionnés, mais pas seulement. On le disait tout à l'heure, c'est une véritable bible sur l'AS Monaco. Oui, normalement, vous avez absolument tous les résultats possibles et imaginables, les statistiques là, et l'historique presque complet. Moi, je voudrais citer à cette occasion un autre supporter encore plus féru du club que nous. C'est un Hollandais, je ne sais pas pourquoi, avec les grands clubs hollandais qu'il y a, pourquoi il s'est amouraché de l'AS Monaco. Il s'agit de Rolf Jager, qui lui est un archiviste et même chercheur, puisqu'il va souvent d'Amsterdam à la Bibliothèque nationale de France pour chercher, fouiller dans les archives et trouver toujours des trésors d'informations. Je voulais donc le citer parce qu'il nous a aidés indirectement dans l'élaboration de cette encyclopédie. Norbert, Julien, ce qui est fascinant aussi et attendrissant à voir, c'est que cette encyclopédie, elle est réalisée en famille. C'est une histoire vraiment d'une passion qui ne s'éteint jamais. Ben oui, écoutez, moi j'ai toujours été passionné par l'AS Monaco depuis 1960, date de la première victoire en Coupe de France. Et puis après, comme on dit, ping-ping. Donc j'ai fait de mon fils un autre supporter qui s'est intéressé également à l'histoire de l'AS Monaco et à son actualité notamment. Et c'est comme ça qu'est né cet ouvrage qui est effectivement une collaboration familiale, ce qui est peut-être rare dans l'histoire de la littérature sportive, mais en tout cas, nous, ça a bien marché, ça a bien fonctionné. Voilà. C'est une belle histoire de transmission et finalement, c'est peut-être ce qu'on veut aussi avec ce livre, transmettre aux supporters et aux futurs supporters. Et ce livre, messieurs, vous le dédiez naturellement à une figure de l'AS Monaco, Jeannot Petit. Bien sûr, Jeannot est une légende de l'AS Monaco. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y a Jeannot Petit qui malheureusement nous a quittés. Il y a Jean-Luc Ettori, il y a Des Lyonis, il y a Claude Puel. Ouais. Donc il y a quelques légendes comme ça. Et Jeannot est malheureusement la légende qui nous a quittés l'an dernier, à l'occasion justement lors de l'année du centenaire. Donc je pense que c'était la moindre des choses que de lui dédier le livre. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, d'avoir été nos invités ce soir. On rappelle donc la sortie de la 3e édition de Daguet Mounégou, un cadeau incontournable pour tous les passionnés de l'AS Monaco, à retrouver en librairie et sur le site déjà disponible www.daguetmounégou.com. Merci Norbert, merci Julien Siri d'avoir été avec nous ce soir. Merci Émilie. En basket, la Roca Team a dominé Strasbourg dimanche 88-74 à l'occasion de la 11e journée de Betclic Elite. Une soirée au cours de laquelle le club a également rendu hommage à certaines de ses légendes. Le reportage de Frédéric Elion sur des images d'Alexandra Paolini. Monaco récupère le fauteuil de leader de Betclic Elite. Voilà l'enseignement majeur de la rencontre face à Strasbourg que Monaco a contrôlé du début à la fin, sans Mike James qui purgeait son dernier match de suspension. Les Monégasques se sont appuyés sur un excellent Nikola Mirotic avec ses 21 points. Rapidement, la Roca Team creuse l'écart, plus 14 à la mi-temps. Un matelas que Monaco va conserver quasiment tout le match grâce à une défense intraitable. Gaby Brown, l'un des tout meilleurs scoreurs du championnat, est limité à un petit point. Jaron Blossomgame et Matthew Strazel font en sorte de sécuriser la victoire dans le 4e quart-temps. 88-74, belle victoire pour Monaco qui a honoré un quart d'heure avant le coup d'envoi plusieurs de ses légendes, ravis de se retrouver à Gaston Médecin pour évoquer leurs souvenirs. C'est vraiment un match spécial pour moi parce que pour le coup c'est deux clubs avec lesquels j'ai remporté des trophées. Alors dans le cas de Monaco c'est un peu spécial parce que pour le coup j'y ai pas passé beaucoup de temps à Monaco, que 6 mois, mais de savoir que j'ai eu un impact aussi significatif dans le club, ça fait extrêmement plaisir. Je trouve ça plutôt sympathique parce que c'est pas quelque chose qu'on avait l'habitude de faire. Donc je remercie Victor qui a voulu faire cette réunion d'anciens là. Alors il y a plusieurs générations, Il y a des anciens très anciens, dont je suis, et puis il y a des plus jeunes, mais c'est sympathique parce qu'on se connaît quand même tous. Et à des âges différents, on a joué quelques années ensemble également.
Et puis bon, retrouver la salle ici que pour la plupart on a inaugurée, en 84-85, c'est plutôt sympa. Si on t'avait dit que 10 ans après ton passage au club, cette équipe-là elle serait finaliste de l'Euroleague, est-ce que tu l'aurais cru ? Je pense que c'est comme jouer un peu les numéros de l'Euro-Million. Là, il n'y a pas grand monde qui pouvait prévoir ça. Après, il y avait la structure pour, il y avait l'envie, il y avait les moyens qui ont suivi. Donc, c'est une suite pas logique parce que c'est vraiment du très très haut niveau. Mais voilà, c'est formidable ce qu'ils ont accompli. Quel souvenir, toi, tu gardes à titre personnel de ces années en N1, en Pro B, etc. Le dernier, c'est le titre en champion de France Pro B. Celui-là, il était exceptionnel aussi, le champion de France N1. Puis après, il y a eu un peu les zones National 2 qui ont été très très sympas aussi. J'ai vécu vraiment que des bons moments. Semaine à 2 matchs d'Euroleague pour la Roca Team qui se déplace au Pays Basque mercredi avant de recevoir le Bayern Munich vendredi soir à Gaston Médecin. Sport toujours avec du tir à l'arc, cette discipline a connu un véritable engouement après les Jeux Olympiques de Paris 2024. Elle nécessite de nombreuses qualités, dont la précision et la concentration. Ce week-end, plus de 200 archers se sont donné rendez-vous pour la 18e Coupe Prince Albert II, une compétition organisée à l'espace Saint-Antoine par la première compagnie de tir à l'arc de Monaco. Retour sur les temps forts de cet événement avec Gaëtan Lebrun et Hugo Comassa. Silence, concentration et précision. Pendant 2 jours, la Coupe Albert II de tir à l'arc a rassemblé 240 archers, venus principalement de France, d'Italie et de Monaco. Sur le pas de tir, chaque compétiteur devait faire preuve d'endurance et de régularité. Le format était exigeant, 2 fois 10 salves de 3 flèches, soit un total de 60 flèches par archer, avec comme objectif se rapprocher le plus possible d'un score parfait de 600 points. On va des poussins jusqu'au senior 3, donc là à chaque fois on couvre complètement toutes les catégories possibles, quelle que soit la catégorie, donc tous les archers tirent en salle, donc c'est les règlements, tous les archers tirent à 18 mètres, ils tirent tous sur des blasons qui vont eux par contre changer suivant les catégories, suivant les âges et suivant les armes aussi. Un bon archer c'est beaucoup de maîtrise de soi, de calme, l'archerie de toute façon vous savez, c'est à chaque fois chercher le mouvement parfait et le répéter tout le temps et tout le temps et tout le temps et perfectionner ce mouvement là, donc c'est beaucoup de calme, beaucoup de répétition, beaucoup d'entraînement. C'est surtout c'est de la pratique, de toute façon, comme dans tous les sports. Parmi les participants, plusieurs archers du club de la Principauté ont défendu leur couleur, dont Cassandra Jonio, jeune espoir monégasque. Le tir à l'arc, ça fait depuis mes 11 ans, j'ai actuellement 20 ans, donc ça fait 9 ans que je fais du tir à l'arc, dans ce club précisément. J'ai découvert le tir à l'arc en fait grâce à ma meilleure amie, qui m'en a parlé quand j'étais au collège, et elle m'a dit je fais du tir à l'arc à Monaco, est-ce que tu veux venir avec moi ? Et moi, passionnée de tir à l'arc depuis que je suis toute petite, je savais même pas qu'on avait un club de tir alors que je suis monégasque. Et donc depuis ce jour, je suis venue au club, je suis tombée amoureuse du sport et j'ai continué. C'est pas la première fois que je le fais, ça fait déjà plusieurs années, je le faisais pas au début parce que j'étais encore un peu jeune et je connaissais pas trop. Je me dis que vu que ça fait longtemps aussi que j'ai pas tiré, j'ai repris il y a pas longtemps, je me suis fait une entorse au poignet. J'ai pas beaucoup d'attentes mais j'essaierai de faire de mon mieux. Plusieurs catégories étaient représentées comme l'arc nu, l'arc classique ou encore l'arc à poulie, offrant un spectacle varié et un très haut niveau de compétition. Musique à présent et ce concert d'exception dimanche à l'Auditorium Régnier 3, il réunissait sur scène l'un des plus grands violonistes du XXIe siècle, l'expérimenté Frank-Peter Zimmermann, et un nom que l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo connaît très bien, Marek Janowski, ancien directeur artistique et musical de l'OPMC entre 2000 et 2005. Les deux hommes ont offert un moment suspendu autour des œuvres de Beethoven et de Brahms, le reportage de José Sacré et Camille Caloni. Frank-Peter Zimmermann, l'un des violonistes virtuoses les plus appréciés d'aujourd'hui, interprète le concerto pour violon en ré majeur opus 61 de Beethoven avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Marek Janowski. Marek Janowski, un chef d'orchestre qui, lorsqu'il était directeur artistique et musical, a fait de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo un orchestre de grande qualité et de réputation internationale. J'ai la capacité d'améliorer la qualité d'un orchestre assez vite.
Et c'était en quelque sorte, avec l'intégration de tous les nouveaux, c'était au tout début pas un travail très facile. Mais ça s'est vite mis en route. Et je pense, à partir de ma 3e, 4e année ici, on a eu des résultats artistiques d'une très très haute qualité. Marek Janowski, grand maître du répertoire germanique, est reconnu pour ses interprétations de Wagner, Strauss, Bruckner et Brahms. Il avait choisi de diriger la symphonie numéro 2 de Johannes Brahms. On a eu une bonne atmosphère de travail, les musiciens et les musiciennes sont excellentes ici. On s'entend bien musicalement aussi. Je pense qu'on va avoir des résultats satisfaisants ce soir. Oui, résultat, une standing ovation pour ce dernier concert de l'année de l'OPMC. Dimanche, l'église anglicane Saint-Paul, qui fête son centenaire cette année, a organisé, comme le veut la tradition, son concert de Noël. Les 9 Lessons and Carols, regroupant des chants de Noël, a été célébré dans l'édifice de l'avenue de Grande-Bretagne, en présence de plusieurs personnalités, dont le prince Albert II. Il s'agit d'une tradition outre-Manche, communément associée au King's College de Cambridge et qui daterait de 1880, tradition respectée donc également en principauté. Ainsi s'achève cette édition, merci de nous avoir suivis. Dans un instant, les prévisions météo, puis les experts basket avec Frédéric Elion et Ali Traoré. On se quitte avec les photos du concert exceptionnel à l'Auditorium Régnier 3. Passez une excellente soirée et à demain à 19h pour un nouveau JT sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour vos prévisions météo. De la pluie et beaucoup de vent demain en principauté. La journée sera marquée par des averses et des rafales pouvant atteindre les 50 km/h. Un ciel couvert donc et des températures déjà pas très basses mais cassées encore davantage par le vent. Attendez entre 12 degrés le matin et 14 degrés l'après-midi. Demain, mardi 16 décembre, n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête aux Alice. Belle soirée avec nous. C'était la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service.